haut dans les Andes, à plus de 3657 mètres au-dessus du niveau de la mer, près des rives du lac Titicaca, se trouvent les anciennes ruines pré-incas de Pumapunku, porte du Puma. Ces ruines, situées à environ 72 km à l'ouest de la ville moderne de La Paz, en Bolivie, constituent l'un des plus grands mystères de la Terre. Au moment où les Incas l'ont découvert, Pumapunku était déjà abandonné. Il n'existe aucune autre trace de qui aurait pu le construire, ni quand. Traditionnellement, les archéologues dataient Pumapunku vers 500 avant notre ère. Mais dans les années 1920, un archéologue et explorateur autrichien nommé Arthur Posnanski, qui avait passé des décennies sur le site, a proposé quelque chose de tout à fait différent. Il a noté que le premier jour du printemps, le soleil se levait directement au-dessus du centre des ruines, à travers une arcade en pierre. Il semblait, supposa Posnanski en examinant le tracé, qu'à mesure que le lever du soleil se déplaçait le long de l'horizon au fil des jours de l'année, il s'élèverait au-dessus des deux pierres angulaires de chaque côté de l'arche, au solstice d'été et d'hiver. Pourtant, lorsque ces jours sont arrivés, ce n'est pas le cas. Cela a intrigué et déçu Posnanski, jusqu'à ce que, après des recherches plus approfondies, il se rende compte que le soleil se serait levé exactement au-dessus de ces endroits il y a environ 17 000 ans. Ainsi, Posnanski affirmait que Pumapunku avait été construit par une sorte de civilisation préhistorique, perdue dans les livres d'histoire, et que le site était plus de 10 fois plus vieux que l'archéologie l'avait supposé auparavant. Et pourtant, qui a construit Pumapunku, et s'il existait il y a 1500 ans ou plus de 15 000 ans, n'est même pas le plus grand mystère du site. Il ne s'agit pas tant de savoir qui l'a construit, mais comment ils l'ont fait. Les structures de Pumapunku sont construites à partir d'énormes pierres, de granit et de diorite, une série de blocs qui s'emboîtent comme un puzzle, sans mortier pour les maintenir en place. Positionnés si parfaitement qu'une lame de rasoir ne peut pas passer entre eux. De manière plus surprenante encore, les structures ont des angles droits lisses et impeccables, constitués de pierres parfaitement droites avec des trous circulaires percés exactement de la même taille et profondeur. Les experts modernes ont affirmé que même avec la technologie moderne, Pumapunku serait presque impossible à reproduire. Alors, comment a-t-il pu être construit par une civilisation ancienne? Pour obtenir des réponses, voyagez d'abord à travers le monde jusqu'en Égypte, et au célèbre obélisque inachevé d'Assouan. À ce jour, l'énorme obélisque repose dans un substrat rocheux de granit, une monstruosité d'environ 42 mètres de long, et pesant bien plus de 1000 tonnes, soit plus de 2 fois la taille du plus grand obélisque égyptien achevé. Mais ce n'est pas seulement la taille qui a dérouté les archéologues modernes. Plus déroutant, l'obélisque a été sculpté dans du granit rose, une roche extrêmement dure, et beaucoup plus dure que les outils utilisés par les anciens Égyptiens. Simplement, si les Égyptiens avaient utilisé leur outil en bronze et dolérite sur du granit rose, les outils se seraient usés plus vite que la roche. De plus, l'obélisque se trouvait dans une tranchée profonde, ce qui n'aurait pas laissé de place à un coup violent. Si un marteau égyptien n'était déjà pas assez puissant pour tailler le granit, il le serait encore moins s'il n'avait pas la possibilité de s'enrouler et de frapper fermement. C'est dans cet esprit que les archéologues examinant l'obélisque ont remarqué ce qui semblait être d'étranges marques d'outils sur le côté, décrites comme des cuillères, comme si elles avaient été faites avec une ponceuse à bande sur du bois. Il ne s'agissait pas d'un modèle réalisé à l'aide d'outils de martelage, ni d'ailleurs d'un quelconque type d'outil que possédaient les anciens Égyptiens. Curieusement, des écopes similaires ont été trouvées dans des mégalithes au Pérou et ailleurs. L'expert en fabrication Chris Dunn, qui a examiné le site, est parvenu à une conclusion suggestive. L'obélisque inachevé offre des preuves indirectes convaincantes du niveau de technologie atteint par ses créateurs, non pas tant en indiquant clairement quelles méthodes ont été utilisées, mais par les indications accablantes. Et pourtant, l'obélisque d'Assouan n'est pas la seule preuve égyptienne d'une telle chose. Considérez les boîtes massives en granit trouvées au Sérapéum de Saqqara, un site près de Memphis en Basse-Égypte. Ces boîtes ont été finies avec une précision incroyablement élevée, avec des dimensions plus nettes que ce qui aurait dû être possible à l'époque, en particulier lors de l'utilisation de granit.
Dans les temps modernes, les maçons utilisent des machines à pression hydraulique à pointe de diamant, chargées avec suffisamment de liquide de refroidissement pour couper le granit, bien loin des outils primitifs de l'Égypte ancienne. Ou qu'en est-il des nombreux exemples de poterie égyptienne en pierre taillée dans le granit et d'autres roches dures avec une précision inimaginable? Les experts affirment que même avec la technologie moderne, cette poterie en pierre ne peut pas être reproduite. Si ce n'est ce qu'on appelle moderne, quel genre de technologie possédaient alors les anciens Égyptiens? Chris Dunn propose une explication dramatique. Je crois que ces artefacts que j'ai mesurés en Égypte sont la preuve irréfutable qui prouve, sans l'ombre d'un doute, qu'une civilisation supérieure à celle que l'on nous a enseignée existait dans l'Égypte ancienne. Les preuves sont gravées dans la pierre. La question devient alors, s'il s'agit en fait d'une preuve fumante, que montre cette preuve? Qu'est-ce que la preuve fumante? Dans les années 1980, un groupe de chercheurs de l'université de Saint Cloud dans le Minnesota, dirigé par l'énigmateur archéologue Ivan Watkins, s'est efforcé d'étudier la pierre des incroyables ruines Incas du Machu Picchu au Pérou, à un niveau microscopique de plus près. La roche dure, comme celle qui constitue les puissantes structures du Machu Picchu, contient un mélange de nombreux minéraux avec différents degrés de dureté, qui peuvent être vus lorsqu'ils sont examinés au microscope. Lorsqu'une force est appliquée sur la roche, par exemple par martelage ou lors du broyage ou du ponçage, les minéraux les plus faibles se fissurent et se brisent, tandis que les plus durs restent ensemble. En étudiant la pierre du Machu Picchu au microscope, Watkins et son équipe espéraient en savoir plus sur la façon dont la roche était taillée, et donc sur la façon dont les structures étaient fabriquées. Et pourtant, après examen, Watkins et son équipe étaient stupéfaits. La surface de la roche n'était pas un mélange inégal de minéraux brisés et maintenus ensemble, mais plutôt une surface lisse et glissante, presque comme si la roche avait été exposée à une chaleur extrême, faisant fondre des fragments de quartz pour former une sorte de glaçure qui remplissait la roche et les irrégularités microscopiques de la pierre. La recherche a été reprise par une autre équipe, dirigée par un géologue du bureau des mines des États-Unis, David Lindroth, qui cherchait à découvrir comment les blocs de pierre du Machu Picchu avaient été taillés de manière à donner à la roche un effet vernissé. Après quelques efforts, Lindroth et son équipe ont découvert qu'en focalisant un laser d'une puissance de 100 watts sur une zone de 2 mm, et en le déplaçant d'avant en arrière, une pierre pouvait être coupée par le faisceau. Il s'agissait d'un processus qu'ils appelaient désagrégation thermique. Cependant, quel que soit son nom, il semblait que Lindroth et son équipe suggéraient que les Incas auraient pu tailler les pierres utilisées pour créer le Machu Picchu avec des lasers. Et en parlant d'anciennes technologies de découpe laser, il faut mentionner le mystérieux rocher Al-Nasla, découvert dans l'oasis de Taïma en Arabie Saoudite. Ce bloc massif est fendu en son centre par une coupe très précise et nette, presque comme si la roche avait été tranchée avec une sorte de technologie laser. Apparemment, les Incas n'étaient pas les seuls à posséder ce type de technologie. Il est intéressant de noter que, comme les Égyptiens et les anciens peuples du lac Titicaca, les Incas adoraient un dieu solaire. Ils organisaient une fête annuelle appelée Fête du Soleil, au cours de laquelle un prêtre utilisait un bracelet, avec une breloque dorée concave pour refléter le soleil et allumer un tas de coton en feu. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un indice, d'autres sont allés plus loin, comme Ivan Watkins, qui dans un article publié en 1986 dans le LA Times proclamait « Les Incas utilisaient l'énergie solaire et non la main-d'œuvre pour tailler les énormes pierres qu'ils utilisaient pour construire leurs immenses villes. » Selon Watkins, les Incas utilisaient de grands réflecteurs paraboliques en forme de plat en or, de la taille de 2 hommes de diamètre, pour concentrer l'énergie du soleil en un faisceau de lumière capable de couper la roche. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'ils savaient comment le faire, a affirmé Watkins. L'existence de grands disques d'or dans les temples incas est confirmée par les archives des conquistadors espagnols, qui, selon les historiens, auraient probablement découpé les disques d'or pour en faire des jetons de poker, avant de les fondre et de les renvoyer en Espagne. Si ces disques étaient utilisés comme le suggère Watkins, on pourrait rire des actions stéréotypées des conquérants, prendre le butin mais passer à côté de l'essentiel.
Mais alors, à quoi ça sert? Est-il possible que les Incas et d'autres civilisations anciennes, comme les Égyptiens et ceux qui ont construit Pumapunku, aient su comment exploiter la puissance du soleil? Ces trois civilisations ont accompli des exploits apparemment impossibles en matière de travail de la pierre. Toutes trois vivaient dans des endroits ensoleillés toute l'année et adoraient un dieu solaire. Tous les trois auraient-ils pu posséder une connaissance d'une sorte d'ancien laser solaire? Peut-être, ou peut-être qu'il y a encore plus que cela. Il y a quelques années, une étrange histoire a commencé à se propager en marge de la communauté archéologique, sur les premiers forums de discussion internet, et à voix basse dans les coulisses du monde universitaire iconoclaste. Apparemment, une jeune archéologue américaine en Égypte avait pris sur elle d'en faire, et c'est un euphémisme, en fouinant. Ce n'était probablement pas un fantasme inhabituel pour les archéologues régulièrement contrecarrés par le gouvernement égyptien notoirement secret. Dans ce cas, le jeune américain a crocheté la serrure d'un quelconque débarras égyptien au bout d'un couloir poussiéreux, et a ouvert la porte d'une petite pièce remplie à ras-bord de centaines de diapasons. Certains petits, mesurant 8 ou 9 pouces, certains mesurant jusqu'à 2,5 à 2,7 mètres. Chacun comme la lettre U au bout d'un long manche, ressemblant à une fourche. Le plus curieux est que chaque fourchette avait un fil tendu entre les dents du U. Lorsque le fil était pincé, la fourchette vibrait. À noter que, officiellement, le diapason n'a été inventé qu'en 1711 par un musicien britannique nommé John Shore. Alors, que faisaient ces diapasons sur un site archéologique égyptien? Et si ces diapasons avaient été trouvés là-bas, ne serait-ce pas quelque chose à partager avec le monde? Du moins, dans la mesure où cela semble antérieur à l'invention enregistrée du diapason. Plus important encore, à quoi auraient pu servir ces fourches? Non pas une ou deux, mais des centaines, certaines petites, comme si elles étaient faites pour des détails plus fins. D'autres grandes, comme si elles étaient faites pour des travaux lourds. Considérez que l'art égyptien ancien représentait souvent des divinités avec un bâton à la main. En particulier, un bâton avec une base fourchue en forme de U et une tête pointue, généralement conçu pour ressembler à une sorte d'animal. Il ne s'agit pas d'un bâton quelconque, mais de ce qu'on appelle les sceptres was. Dans les croyances égyptiennes anciennes, ils représentaient le pouvoir. Mais quelle sorte de pouvoir? C'est peut-être plus littéral qu'il n'y paraît. Vous vous souvenez du laser solaire dont parle Watkins, réalisé en focalisant les ondes électromagnétiques du Soleil? Certains se demandent pourquoi les ondes doivent-elles être électromagnétiques, pourquoi pas des vagues sonores? Cette idée n'est pas aussi farfelue qu'il n'y paraît à première vue. En fait, dès 2000, la NASA avait commencé à travailler sur ce qu'elle appelait un foreur carottier à ultrasons soniques. Plus simplement, un appareil qui utilise des ondes sonores pour marteler les matériaux. Il s'agit d'un appareil que la NASA envisage d'utiliser pour explorer le sous-sol d'autres planètes à l'avenir. Plus récemment, des scientifiques de l'université du Michigan ont découvert un moyen de concentrer des ondes sonores à une fréquence 10 000 fois supérieure à celle que les humains peuvent entendre, dans un faisceau, qui agit alors comme un couteau invisible. En d'autres termes, des scientifiques de l'université du Michigan ont créé un faisceau sonore laser invisible. Ce soi-disant forage sonique est directement lié aux civilisations de l'Égypte ancienne et d'ailleurs. En envoyant des vibrations sonores à travers le manche d'un diapason, par exemple en pinçant un fil tendu entre les dents du U, l'extrémité inférieure du diapason peut être transformée en un marteau-piqueur à haute fréquence, qui, même s'il était en cuivre, serait capable de couper le granit avec précision. C'est peut-être ainsi que les Égyptiens coupaient la roche trop dure pour leurs outils. Et si les mêmes caractéristiques trouvées dans la pierre égyptienne étaient retrouvées ailleurs dans le monde, dans des endroits comme Machu Picchu et Pumapunku, peut-être que chacune de ces civilisations anciennes possédait des secrets oubliés sur le pouvoir du son. Ou peut-être que les secrets sont encore plus profonds. Peut-être que le pouvoir du son était quelque chose que les anciens connaissaient trop bien, mieux en fait que nous le savons à l'époque moderne. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, appuyez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications.